Hello, Stan. How are you? I'm fine. It's not too cold in Canada? Well, it's warmed up. It's only about freezing now. It was down to 20 below, but we had a snowstorm. We got about 25, 30 centimeters of snow in the last 24 hours. It is almost spring here in Paris. I'm sorry to tell you that. Sorry, too. Do you have access to a webcam? No. Otherwise, you would see Gildas speaking to you. We've met. I know what he looks like. You remember me? Yes. We shared a room in Brazil. Right. Ok, let's go. Radio ici maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, une série produite et présentée par Didier Deplège, Alex à la réalisation. Aujourd'hui, deux pointures de l'ufologie. L'une est dans le studio, il est français, il s'agit de Gildas Bourdet. L'autre est Stanton Friedman, le mythique Stanton Friedman, avec lequel nous sommes en liaison depuis sa résidence au Canada. Gildas Bourdet est venu de nombreuses fois à cette antenne, sur Ici et Maintenant, nous parler en particulier de Roswell et de la levée progressive du secret. C'est en somme son best-seller. Et il connaît Stanton Friedman pour l'avoir rencontré dans des congrès. Il était, à mon sens, la personne la mieux placée pour cet entretien, en somme, au coin du feu, un entretien amical, couvrant différents sujets de l'ufologie. Alors, bonjour Gildas Bourdet, je sais que vous avez rencontré Stanton Friedman à diverses occasions. C'est cela, oui. So, Stan, I am going to first speak English with you, and then we have translate and back to the English, if you don't mind. I will only answer in English, Yes. yes. Stan, je voudrais d'abord vous présenter, que vous nous présentiez un petit peu votre carrière. Vous avez d'abord été physicien nucléaire et vous avez commencé à vous intéresser aux ovnis. Et quelles ont été vos premières découvertes sur la question des ovnis? I read my first book on UFOs in 1958 as a young nuclear physicist working on nuclear airplanes for General Electric. That led to reading 15 more books, joining a couple of UFO groups, and finally doing my first radio program in 1967 in Pittsburgh while working on nuclear rockets for Westinghouse Astronuclear Lab. Then I started giving lectures, and pretty soon I gave a lot of lectures, mostly to professional groups because they were very interested. Alors Stan dit qu'il a commencé à s'intéresser, à lire des premiers livres dès 1958. Je crois que c'était le livre d'Edward Ruppelt. It was the book of Edward Ruppelt, I believe. Hein? Yes. Et c'était le livre donc, du capitaine Ruppelt qui avait été le responsable de la commission Livre Bleu pendant plusieurs années, au début des années 50, et qui avait fait un excellent livre. Et ensuite, Stan a lu pas mal de livres et a commencé à vraiment plonger dans l'ufologie et à faire des conférences, et il en a fait beaucoup. Over the years, I have lectured at more than 600 colleges and well over 100 professional groups in all 50 U.S. states, 9 Canadian provinces, and 16 other countries. That's quite a career. I translate. Donc Stan a fait plus de 600 conférences, et je ne sais plus combien, dans 50 États, pratiquement dans tous les États-Unis. Et 9 provinces canadiennes. Et 9 provinces canadiennes. Et beaucoup de collèges. That's a lot of good work for the cause of ufology. I hope so. Yes. Alors, je demande à Stan quels sont les documents qui l'ont le plus intéressé, qu'il a découvert dès cette époque-là. Et l'un d'eux est le rapport spécial 14 de la commission Livre Bleu, Blue Book, on dit en anglais, de l'armée de l'air américaine. So what did you find in this Special Report 14? Project Blue Book Special Report 14 shocked me because it had so much data that wasn't referred to in any of the books that I had read. Information on 3,201 sightings, quality evaluations. They categorized all the sightings. There were 240 charts, tables, graphs, and maps. And what was most shocking was that 21.5% of the sightings could not be explained completely separate from the 9.5% for which there was insufficient information. Right.
Alors, ce que Stan a découvert dans ce rapport 14, confidentiel à l'époque, qui n'était pas encore diffusé, c'est qu'on avait, dans les documents officiels qui circulaient, on n'avait absolument pas dit ce qui était dans ce rapport 14. C'était une étude qui avait été faite pour la commission Livre Bleu et qui était restée confidentielle. Et sur une étude statistique de plus de 2200 cas, avec beaucoup de richesse de documentation, il y avait 240 tableaux, etc. Et ils ont trouvé qu'il y avait 21,5% d'inconnus, d'observations inconnues, ce qui est très au-dessus de ce qu'on avouait officiellement à l'époque. 21.5% of unknowns, right? Yes. And what was really shocking to me was that they did a cross-comparison between the unknowns and the knowns, and they found that the probability that the unknowns were just misknowns Yes. was less than 1%. Yes. What was truly shocking was the statement of the Secretary of the Air Force that even the unknown 3% could have been identified as conventional phenomena or illusions if more complete observational data had been available. The unknowns were 21.5%, completely separate from those cases for which there was insufficient information. Yes. L'une des découvertes les plus importantes de ce rapport spécial 14 était qu'ils ont fait une comparaison croisée entre les cas inconnus et les cas qui n'avaient pas assez de données, et ils ont découvert que, en fait, il n'y avait que 1% des inconnus qui pouvaient éventuellement être expliqués, alors que c'était tout à fait le contraire que l'on disait dans les déclarations officielles. On disait qu'il n'y avait que 3% d'inconnus et qu'on pourrait sûrement les expliquer avec plus d'informations. The study, Blue Book Special Report 14, is one of 5 major studies I normally discuss in my lectures, and I find that fewer than 2% of the audience have read any of these major reports. And that's probably why I have only had 11 hecklers in well over 700 lectures. Heckler is somebody who gives you a hard time. Yes, yes. But obviously, if somebody realizes that he doesn't know what he is talking about and hasn't looked at the data to which I refer, he's much less likely to give me a hard time. Right. Donc, Stan explique que ce rapport spécial 14 est l'un des tout premiers, l'un des 5 principaux documents qu'il cite habituellement dans ses conférences. Et que c'est vraiment un document fondamental. Et que quand les gens qui le contredisent dans les conférences, une fois qu'il explique cela, deviennent beaucoup plus réservés, et beaucoup moins attaquants. Et alors, nous allons peut-être continuer avec Stan sur d'autres aspects. Sure. One I would like you to talk to us about, because I think it's very interesting, is the case of the astronomer Donald Menzel, on whom you have found interesting things. Could you talk to us about him? Dr. Menzel was a Harvard astronomer, very well known for being a UFO debunker, having published 3 anti-UFO books. And much to my astonishment, he was on the list of members of the hypothetical Operation Majestic 12, which made me think, oh, obviously the documents are fraudulent. But then I got permission from 3 different people to view his papers at Harvard and was astonished to find out that he did all kinds of classified work for the CIA, for the National Security Agency, from a whole host of other government agencies. With a high clearance, I believe. He had a high clearance. He had a top secret ultra clearance with the Central Intelligence Agency and did work for the Navy communications outfits. He was an expert on cryptography, code breaking. And he was close to President Kennedy. And in one letter to Kennedy, he said, "When we are properly cleared to each other, I can tell you more about the National Security Agency."
None of this connection with classified government activities was known before my finding at Harvard. Stan Friedman explique que, nous allons en reparler plus tard, il avait été très surpris de découvrir le nom du docteur Donald Menzel, un éminent astronome américain, sur la liste des 13 membres supposés du fameux groupe ultra-secret Majestic 12. Mais ensuite, il a eu l'occasion d'étudier les archives personnelles du docteur Menzel à l'université de Harvard, et il a eu la très grande surprise de découvrir qu'il avait toute une vie cachée, en somme, de travail avec les plus grandes agences, la CIA, la NSA, les militaires, à un très haut niveau de secret, top secret ultra, et que donc il avait accès à des recherches très 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 secrètes. Et il était même ami du président Kennedy, et donc il naviguait très haut dans les hautes sphères américaines. This is interesting for us here in France because, as you probably know, we talked about that. France lags behind in ufology. International, we are somewhat behind the international level of today. There are still many people who are skeptical, who don't know well the subject. Ça m'intéresse beaucoup que vous parliez de Donald Menzel, par exemple, parce que nous avons encore en France beaucoup de scepticisme et des gens qui pourtant ont pas mal étudié l'ufologie, mais qui ne comprennent pas bien la situation, qui croient que c'est normal que les scientifiques soient sceptiques, ou plus exactement que ceux qui ont vraiment étudié les ovnis sont tous convaincus de l'existence des ovnis. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Convinced of what? Convinced of the reality of UFOs. It is not correct, because a man like Donald Menzel was... Actually, when they say that in France, they completely avoid the difficult subject of secrecy and debunking, in fact. How about Carl Sagan? He was a well-known scientist right. who was right. against UFOs. There are numerous others, as well as people like Isaac Asimov, a science fiction writer. Yes. And Dr. Seth Shostak, a SETI specialist. Yes. Jill Tarter, another one. Right. Many others, yes. There are plenty of they're a very vocal, if small, group. Most people are afraid to speak out because of the fear of ridicule. Over here, anyway. Ce que nous dit Stan, c'est qu'il y a en effet beaucoup de scientifiques et aussi de personnages médiatiques très connus qui ont été très sceptiques, qui ont donné des opinions très sceptiques sur les ovnis, totalement sceptiques, comme par exemple le docteur Carl Sagan ou plus récemment Seth Shostak, l'astronome américain qui travaille sur SETI, ou alors des écrivains comme par exemple Arthur Clarke et autres, qui ont toujours donné des opinions sceptiques sur les ovnis. Et que, en fait, c'est l'opinion qui a prédominé beaucoup dans les médias. An important part of your work has been to study many, many documents in the archives. You have visited many archives in the U.S., right? Yes. I have visited a total of 20 archives, including a Canadian couple, looking for documents in order to check on the Majestic 12 documents, seeking to find out about the people involved, the kinds of documents they wrote, what they were doing at the right time, and all this sort of thing. And I find that most of the objections to the Majestic 12 documents come from people who do their research in their armchairs at home. They don't check the documents. They don't go to the archives. They haven't worked under security. They just don't know how things are done. But they claim that everybody knows the documents are fraudulent, when if they read my book with the new 5,000-word afterword, Top Secret Magic, they will find that none of the arguments stand up, the anti-arguments. Stan Friedman explique qu'il a en effet exploré beaucoup d'archives, 20 archives américaines et canadiennes, et qu'il y a trouvé beaucoup de documents que les sceptiques ne connaissent pas et qui vont dans le sens de la réalité
des études très secrètes, notamment avec ce fameux comité Majestic 12 dont nous allons reparler plus tard. Radio ici maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI. Gildas Bourdet est en compagnie de Stanton Friedman. J'aimerais maintenant demander à Stan de nous reparler un petit peu de 2 ou 3 autres aspects qui me paraissent vraiment importants. Avant d'aborder Roswell et les documents Majestic 12, qui sont un sujet passionnant mais plus difficile si on veut, de nous parler de ce qu'on a découvert aux États-Unis dans les années 70 grâce notamment à la loi FOIA, Freedom of Information Act, ça veut dire la loi sur la liberté d'information. Et ça a permis de divulguer beaucoup de documents, notamment les documents du FBI, 1600 pages, de la CIA, près de 1000 pages, etc. Et qu'en particulier, il y a des documents tout à fait remarquables, comme un certain mémorandum du général Bolander. Could you talk to us about this? Bolander memo, I feel, is very important because here we have an Air Force general stating he was asked to evaluate Project Blue Book and whether it should be continued or not. I actually located and spoke with General Bolander in 1969 after we had landed on the moon. He had been working for 2 years on the lunar excursion module. He was asked to evaluate Project Blue Book as to whether it should be continued or not. And in the memo that he wrote, he also recommended that it be canceled, which it was, but he stated that reports of UFOs, which could affect national security, are made in accordance with Joint Army-Navy Air Force Publication 146 and Air Force Manual 12-11, whatever it is, and are not part of the Blue Book system. Right, that's the main point. Let me translate this, because it is very important. Stan Friedman a rencontré le général Bolander en 1969, qui lui a expliqué qu'il avait été chargé d'évaluer la commission Livre Bleu. Bon, ceci se passe après à l'époque de la commission Condon, qui avait conclu qu'il n'y avait rien de sérieux sur les ovnis, disons pour faire simple. Et le général Bolander est un personnage intéressant parce qu'il a fait à l'époque un mémo adressé à toutes les forces armées qui rappelait que, en fait, même si on arrêtait Livre Bleu, il fallait continuer à faire des rapports d'observation conformément aux directives applicables, JANAP 146, et c'est-à-dire même comme on l'avait toujours fait pour des cas qui étaient en dehors du système Livre Bleu. C'est très important. Ça veut dire que pendant toutes les années de la commission officielle Livre Bleu, on a fait des rapports, les rapports vraiment importants en dehors de la commission Livre Bleu. Also said that 2 paragraphs later that if Blue Book is closed, the public won't have a place to report sightings. But he, as previously noted, reports of UFOs which could affect national security will continue to be handled through the procedures designed for that purpose and are not part of the Blue Book system. Now, the Air Force has never officially said that before. Donc, encore une fois, les directives qui ont été données dans ce mémo du général Bolander rappelaient qu'il fallait continuer à faire ces rapports vraiment importants, significatifs pour la sécurité américaine, et que ça avait toujours été fait, mais il fallait continuer à le faire, que ça ne faisait pas partie de la commission Livre Bleu. Voilà, c'est pour ça qu'on a des éléments qui permettent d'affirmer qu'il y a bel et bien il y a toujours une étude secrète des ovnis. Yes, no question about it. That's the very important point that we wanted you, since you have studied that so much, and a man like you, as I have you on the French radio, I wanted you to tell that very clearly. I should stress, too, that I always get a reaction when I show the blacked-out CIA UFO documents and the whited-out National Security Agency UFO documents. These documents were released, but there's no useful information. Yes. Alors Stan ajoute ceci, c'est qu'il s'amuse toujours dans ses conférences à montrer au public des documents
qui ont bel et bien été divulgués en vertu de la loi FOIA, mais qui sont complètement noircis, des documents de la CIA, des documents des forces armées, et qui sont complètement noircis. Il ne reste presque rien sur la page. Ma question maintenant, c'est je demande à Stan Friedman, parce que je sais qu'il a été tout à fait au courant d'un incident important et spectaculaire, c'est l'affaire d'un MiG-15 de l'armée de l'air cubaine qui a été abattu par des ovnis au large de la Floride. Yes, I met with a former member of the National Security Agency who worked at a military listening post closest to Cuba. This was in 1967, and they heard over the radio waves that a UFO was approaching Cuba from the northeast at about 10,000 meters and at Mach 1, and it was detected by the Cuban Air Defense Command, and they scrambled two MiG-21 jets, and the pilots of the planes told the UFO, it was heading from northeast to southwest toward Cuba, to leave their airspace. There was no response, and so they asked the ground, this is a pilot and a wingman now, they described it, this is daylight, described it as being spherical with no appendages. They asked the ground what they should do, and the ground controllers, who were Russian, told them to shoot it down. So the lead plane armed his missile, got his radar lock on, and suddenly there is screaming over the airwaves, the wingman saying that the first plane just disintegrated. And the UFO went straight up to 30,000 meters and headed southeast at Mach several times the speed of sound. Stan dit qu'il a appris cette histoire directement d'un ancien membre de la NSA qui, en 1967, était en poste au sud de la Floride, un poste d'écoute des radios de Cuba. Et un jour, il a entendu une conversation entre des avions cubains. Ils ont vu arriver un ovni dans le secteur qui arrivait à la vitesse du son, Mach 1. Ils ont fait décoller deux MiG-21, des chasseurs assez rapides, et qu'ils ont intercepté l'OVNI. Ils se sont approchés de l'OVNI, ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait, et le contrôleur qui était russe leur a dit eh bien, vous allez abattre l'OVNI. Alors ils ont armé leurs missiles, et ils étaient deux MiG, donc le premier MiG a tiré, mais il a été immédiatement détruit par l'OVNI, et l'OVNI a décollé, est parti à toute vitesse, et devant l'équipier complètement affolé. C'était une histoire très crédible. Vous aviez une bonne source d'information là-dessus. Yes, and when I had him write up this story, and the fact that they sent in the transcript of the radio communication, which is standard practice, and then they were instructed to send in the original tape, which is very unstandard. And I had him write this up, and without his name on it, and eventually got into the hands of somebody who makes lots of Freedom of Information Act requests. Robert Todd, I believe. And he got into trouble from both the Air Force and the FBI for making the request. He threatened to go to the Cuban government, and they threatened him. That's Bob Todd, right? Bob Todd, yes. And I found somebody else through Leonard Stringfield who verified the story. Okay. Stan explique qu'il a pu obtenir une transcription du document, ce qui était tout à fait intéressant. Et en fait, ce document a été obtenu par un autre ufologue qui s'appelle Robert Todd, qui était très fort sur les demandes par FOIA à l'époque et qui a même menacé les autorités si on ne lui donnait pas le document. Et il a eu des gros ennuis, il a été à son tour, il a été menacé par la FBI.
Bob kind of kept quiet. I should stress that this is one of 7 cases I have heard of where airplanes have been destroyed by UFOs that the airplanes were attacking. And it also happened in Europe, too. But yes. you see, in 1952, it was made public that military pilots were instructed to shoot them down if they don't land when instructed to do so. UFOs we're talking about here. Stan explique qu'il a connaissance de 7 cas, rien qu'aux États-Unis, d'avions qui ont été descendus alors qu'on les avait envoyés pour intercepter des ovnis. Et il y a eu, en fait, des instructions qui étaient données formellement aux pilotes dès 1952 de descendre, poursuivre les ovnis, de les descendre. OK. An Air Force general admitted in July 1952 that interceptors had been scrambled hundreds of times. The sightings over Washington, D.C., and they went on for months after that, and we didn't hear about it much. But so I have, because of all my lectures, been quietly told by people in other places about other cases where, say, 2 planes went up and only 1 came back down. Right. Stan dit qu'un général de l'Air Force a reconnu en 1952 qu'il y avait eu des centaines d'interceptions d'ovnis. Ça s'est passé aussi à l'époque du fameux, ce qu'on a appelé le carrousel de Washington, où pendant toute une nuit, à 2 week-ends de suite, il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis. Ça a été une affaire très, très, très spectaculaire. Donc, c'est une année 1952 vraiment très importante. It is a very important year, 1952, in the story of ufology. Yes. Maybe I should make a point about travel to the stars. Right. Very good. And also about the Betty and Barney Hill case, which you know very well. Yes. Stan Friedman propose maintenant de nous parler un petit peu d'un sujet qu'il connaît particulièrement bien, c'est la discussion sur le voyage interstellaire. On sait que c'est l'un des arguments des sceptiques, c'est que les voyages interstellaires sont impossibles, etc. Et Stan Friedman explique que non. Et puis aussi, nous parlerons un petit peu d'un cas célèbre d'enlèvement, justement, qui implique les voyages interstellaires, c'est l'affaire de Betty et Barney Hill. About star travel, many scientists will claim that it would violate the laws of physics to be able to go to other stars. This is simply not true. No, you cannot do it on a bicycle, and you don't use slide rules anymore for detailed calculations, but I worked on nuclear fusion propulsion systems back in 1961. Fusion is what goes on in the stars. And if you use the right materials, the right elements, you can eject particles having 10 million times as much energy per particle as they can get in a chemical rocket. Okay, let me translate that. Yeah. Stan Friedman explique que cet argument toujours ressassé par les sceptiques que le voyage interstellaire est impossible, on a vu ça encore récemment d'ailleurs à la télévision française, et c'est pas vrai. Il est faux, même dans le cadre de la physique connue, il y a d'abord une source d'énergie colossale qui est la fusion nucléaire et qui est, pour une même quantité de matière, qui fournit 10 millions de fois plus d'énergie. Donc on a déjà des quantités d'énergie théoriquement disponibles très importantes. And at 1 G acceleration, it takes just about a year to get close to the speed of light. Mm-hmm. At 99.99% of the speed of light, we can go 37 light years in 6 months pilot time. So you go out, come back, marry your grandson's best friend, Mm-hmm. This is the real world. Relativity has been established many times over, and we make particles and accelerators go 99.9999% of the speed of light. Okay. Nature does too with cosmic rays. Alors, le deuxième point qu'explique Stan Friedman, c'est que, en vertu de la théorie de la relativité, qui est absolument solide et prouvée, il faut quand même rappeler ici que si on peut accélérer
à vitesse proche de la lumière, 99,9%, eh bien, on peut faire un voyage aller-retour à 37 années-lumière de la Terre en 6 mois. Donc, même dans le cadre de la physique actuelle, c'est possible, c'est théoriquement possible. And what I should also add is that within 54 light years of here, there are roughly 2,000 stars. And of those, 46 are very similar to the Sun. We would expect them to have planets. And in addition, there's a special pair, Zeta 1 and Zeta 2 Reticuli, that are 1 billion years older than the Sun. Billion is milliard in French. Okay. Le point suivant que souligne Stan Friedman, c'est que dans un rayon de 44 années-lumière de la Terre, du Soleil, il y a 2000 étoiles et qu'on en a déjà dénombré 46 qui sont tout à fait semblables à notre Soleil. Et qu'en plus de cela, un autre point qui est important à souligner, c'est qu'il y a des étoiles beaucoup plus anciennes que la nôtre et à proximité de nous. Plus anciennes, par exemple, dans la zone de Zeta Reticuli, les étoiles sont 1 milliard d'années plus anciennes que la nôtre. Ce qui va nous amener à la fameuse histoire de Betty et Barney Hill, les deux enlevés, l'histoire la plus célèbre du dossier des enlèvements. Yes, very much so, and I was the first to publish about the star map work that identified Zeta 1 and Zeta 2 Reticuli. Right. Another special characteristic, they are the closest to each other Yes, pair of sun-like stars in our neighborhood. They are only 1/8 of a light year apart, or 35 times closer to each other than the sun is to the next star over. Dans l'affaire de Betty et Barney Hill, Stan Friedman a particulièrement étudié la fameuse carte des étoiles dont s'est rappelé Betty et Barney Hill sous hypnose après avoir eu cet enlèvement. Bon, je rappelle que c'est une histoire d'enlèvement qui s'est produite en 1962 dans le nord-est des États-Unis et qui est très solide, qui a été notamment enquêtée par plusieurs personnes et qui a fait l'objet d'un livre avec le psychiatre qui a fait les enquêtes sous hypnose, etc., le docteur Benjamin Simon. Et alors, je résume, j'en viens au point que nous discutons, c'est que Betty Hill s'est rappelée d'une carte, a réussi à dessiner une carte et qu'on a pu identifier cette carte comme probablement avec des étoiles, notamment, qui seraient l'origine donc de ces extraterrestres dans la zone de réticule à 37 années-lumière. Et que c'est très intéressant parce qu'il y a une double étoile, toutes les deux très proches l'une de l'autre. Beaucoup, beaucoup plus proches que l'est notre Soleil de l'étoile la plus proche. Et c'est un système qui est déjà en plus beaucoup plus ancien, 1 milliard d'années plus ancien que nous, qui est un très bon candidat pour l'apparition et l'évolution d'une civilisation avancée capable de voyage interstellaire. J'ai ajouté un tout petit peu de... I just added that this makes these stars very, very good candidates for interstellar travel and Yes. to reach Earth, in fact. One would expect that there is more incentive for interstellar travel when one has a neighbor just down the street. Exactly. And the other star is visible from a planet around the other star all day long, and you could directly observe the planets, unlike us out here a long ways from anybody. Oui, Stan explique que c'est très intéressant le cas de ces deux étoiles proches parce que ça donne probablement une forte impulsion psychologiquement à un peuple intelligent pour aller visiter. Parce que la deuxième étoile est visible, très très visible dans le ciel toute la journée. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être très important dans l'esprit d'éventuels extraterrestres de ce monde-là. I should mention that Betty Hill's niece, Kathleen Marden, and I have just finished a book which should be out this summer, Captured, an insider's look at the Betty and Barney Hill UFO experience that will cover so much that has happened since the first book, The Interrupted Journey, in 1966, 40 years ago. Mm-hmm.
I'm looking forward to the reaction to the book. It should be out in time, late July, early August. Oh, I will try to have this book translated in French. We're all for it. Yes. We want as many foreign translations as possible. Right. Stern annonce qu'il est en train de finir d'écrire un livre avec Kathleen Marden. Ils sont en train de faire un livre qui va donc retracer toute cette histoire en détail et qui sera publié probablement en juillet. Et je disais que ça serait fort intéressant que ce livre soit traduit en français. Oui, c'est la nièce de Betty Hill, en fait, Kathleen Marden. Donc, on va avoir là une nouvelle source vraiment très proche et qui va renforcer encore cette affaire, je pense. Coffee break, Gildas? Yes. Radio Ici Maintenant, 95.2. Gildas Bourdet nous présente Stanton Friedman. Et dans un petit moment, après une pause musicale, nous abordons le cas de Roswell. Nous allons retrouver maintenant Gildas Bourdet qui va aborder avec son invité, Stanton Friedman, la question très importante de Roswell. Okay, still snowing? Oh, snowing very hard. Stan Friedman, comment a commencé cette histoire extraordinaire du crash de Roswell et comment vous avez rencontré déjà le premier témoin le plus important, le major, le commandant J.S. Marcel. We are talking about the recovery in early July 1947 of the wreckage of two crashed flying saucers. One went down north of Roswell, about 120 kilometers northwest. The other 160 kilometers west of there. Military retrievals were conducted. First, the press release went out saying that a flying saucer had crashed. This is only 2 weeks after the Kenneth Arnold sighting, and there were 2,000 sightings of flying saucers, flying discs, throughout the United States and some foreign countries in the summer of 1947. Roswell was not the first case. And Yes. They first said that a saucer had been recovered. Then they said it was just a weather balloon radar reflector. Right. And then in 1994, they said it was a mogul balloon. And then in several years, 1997, it was claimed that the stories about alien bodies were because of crash test dummies, which had been dropped all over New Mexico. And they were lying. Of course. Alors, donc cette histoire de crash de Roswell se situe en 1947, en juin-juillet 1947, à l'époque de la première grande vague d'observation de fameuses soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque. Et Stan nous rappelle qu'il y a eu à cette époque-là 2000 observations de soucoupes volantes, d'OVNI aux États-Unis. Cette grande vague était déjà commencée depuis 15 jours avec l'observation de Kenneth Arnold en juin 1947. Donc la thèse soutenue par Stan Friedman est qu'il y a eu deux crashs d'OVNI, l'un à 120 km au nord et l'autre à 160 km à l'ouest. Et il y a eu un premier communiqué de presse sur la découverte donc, d'une soucoupe dans la région de Roswell, communiqué de presse qui a été diffusé le mardi 8 juillet 1947 par la base des bombardiers atomiques de Roswell, mais qui a été démenti le soir même par le général Ramey, commandant la région aérienne, et qui a expliqué que c'était en fait un simple ballon météo. Et tout le monde a cru cela pendant 30 ans. Ensuite, il y a eu donc le début des enquêtes dont va nous parler Stan Friedman, et puis de nouveaux démentis qui ont expliqué cette histoire avec des ballons, mais cette fois avec un grand train de ballons mogul en 1994. Et puis en 1997 également, on a voulu expliquer les témoignages sur des cadavres comme ayant pour origine des essais de parachute avec des mannequins en bois dans les années 50. Et que tout cela est complètement faux, comme va nous l'expliquer Stan Friedman. I should stress perhaps how I came to Major Marcel in the first place. I was in Baton Rouge, Louisiana, lots of French-speaking people around there.
And I was at a television station. I had done 2 interviews. I was supposed to do a third one, and the reporter wasn't there. The station manager was giving me coffee, looking at his watch. He was embarrassed. He knew that I had other things to do before my lecture that night at Louisiana State University, which is why I was there. And out of the blue, he says, the person you ought to talk to is Jesse Marcel. And I said, who's he? And he said, oh, he handled the wreckage of one of those saucers you're interested in when he was in the military. Alors, Stan Friedman raconte comment l'affaire a commencé pour lui. Il était en train de faire une conférence en Louisiane. Il était avec le directeur d'une station de radio locale et il bavardait tranquillement. Et tout d'un coup, celui-ci lui a dit « Ah, mais la personne avec laquelle vous devriez parler des ovnis, c'est mon ami Jesse Marcel. » Jesse who? C'est-à-dire Stanton Friedman ne connaissait pas du tout à l'époque le major Marcel. C'était tout à fait nouveau. L'homme de la radio lui a dit « Ah, mais mon ami Jesse Marcel, c'est très intéressant parce qu'il a eu en main des débris de ces ovnis dont vous parlez. » The station manager told me that I should really talk to Jesse because they were ham radio buddies. Well, the late reporter showed up, and I did my lecture that night. And the next day from the airport, I called information and got a number for Jesse Marcel, and he told me his story. He was the intelligence officer for the 509th, which was the group that dropped the atomic bombs in the Pacific in World War II. And he had a call from the sheriff about a rancher who brought in some pieces of very strange material. And he checked it out, talked to his boss, who said, go out with the rancher and find out what's going on, because the rancher said there's a great deal of this stuff out there. And so the question was, of course, are these people spying on the base, which was the only atomic bombing group in the world's base at Roswell? And so Jesse went out with the Counterintelligence Corps man because they're worried about spies. They followed the rancher out. They stayed overnight in their sleeping bags. This is out in the middle of nowhere, you understand. The last 10 miles, there's no road. It's a long, bumpy ride. I was there with Japanese journalists. We didn't see a person or a vehicle for 54 miles. Stanton Friedman a pu appeler le lendemain, alors qu'il était déjà à l'aéroport pour partir. Il a pu appeler Jesse Marcel et qui a commencé à lui raconter ce qui s'était passé donc, en juillet 1947 à Roswell. Marcel était l'officier responsable de la sécurité de la base des bombardiers atomiques, la seule base au monde. C'était une responsabilité très importante qu'il avait là. Et un jour, un fermier, un rancher de la région de Roswell est arrivé et a signalé au shérif qui a appelé la base qu'il avait découvert un vaste champ de débris. Il a apporté quelques fragments d'ailleurs, tout à fait étranges. Ils sont venus voir chez le shérif et puis ils sont partis sur ordre du colonel commandant la base, le colonel Blanchard. Il est parti conduit par Brazel, le fermier Mac Brazel, donc sur son ranch qui était très loin, à 120 km au nord, accompagné de l'officier de contre-espionnage parce qu'il se demandait à l'époque si c'était pas un appareil qui s'était écrasé, qui essayait d'espionner la région, la base des bombardiers. Voilà pourquoi ils sont allés comme ça. Et puis, ils sont arrivés tard le soir, ils ont couché sur place dans des sacs de couchage, et le lendemain, ils ont inspecté le terrain. All right. When Jesse looks at the wreckage, he finds nothing conventional. No vacuum tubes, no wires, no rivets, nothing that you'd expect from an airplane. He found that it covered a huge area, hundreds of meters wide, almost half a kilometer long, and it was spread out, but there was no crater. If an airplane had crashed, you'd expect a big hole in the ground. So he felt there had to have been a mid-air explosion to spread this very strange material, lightweight,
couldn't cut it, couldn't burn it, couldn't break the small I-beam-like pieces. Very strange stuff. Had to have come down from the sky. Donc le lendemain, Jesse Marcel est allé inspecter le terrain avec l'officier de contre-espionnage, Sheridan Cavitt, et ils ont découvert un vaste champ de débris de 100 mètres de large et de près d'1 kilomètre de long, avec des fragments très très nombreux, petits, mais très légers, mais très solides, qui ne ressemblaient à absolument rien de connu. Ils ont pu étudier de près tous ces débris et ils en ont ramené une partie à la base. So they gathered up some of the material, they brought it back to town, a difficult trip. Jesse stopped at his house late at night to show his 11-year-old son some of the material. And the son remembers it very well. And his testimony is important because Jesse is dead and his son is still alive. And his son is respectable. He's a medical doctor, a flight surgeon, a helicopter pilot, a colonel in the military who spent a year in Iraq, incidentally, recently. So nobody can say he's anti-government. He remembers what the symbols, strange symbols that were seen looked like. And the commander of the base, when Jesse goes into the base the next day, tells Jesse to take this wreckage to Wright-Patterson Air Force Base in Ohio and make a stop at our headquarters. The 509th was part of the 8th Air Force, which was headquartered in Fort Worth, Texas, which is on the way to Ohio. So stop there, and this is all chain of command. Major Marcel to Colonel Blanchard to General Ramey. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le commandant Marcel était arrêté d'abord chez lui pour montrer à sa femme et à son fils, Jesse Marcel, qui avait 11 ans et demi à l'époque et qui est maintenant un témoin important de Roswell, un témoin très très crédible de ces fameux débris parce qu'il a fait toute une carrière de médecin, il est médecin colonel, il a même fait 1 an en Irak, donc on ne peut pas le soupçonner d'être anti-gouvernemental, donc c'est important à souligner aussi. Et ensuite, il est allé à la base pour montrer les débris, donc au colonel Blanchard. Et c'est là que c'est quelque chose d'important qui s'est passé, c'est que le colonel a ordonné de faire un communiqué de presse. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment. Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'annonce qui a été faite à la radio lancée dans le monde entier, lancée par la base des bombardiers atomiques de Roswell, qu'ils avaient découvert donc un crash disque qui s'était accidenté dans la région. Et c'était donc la teneur des communiqués de presse qui a été ordonné par le colonel Blanchard, qui commandait la base des bombardiers atomiques. The thing about the press release is that it went out at noon on July 8th, which was too late for all the Eastern papers and too late for all the morning papers in the United States because of the time zones. But it does appear on the front page headline story of the Chicago Daily News. It's in the Roswell paper. It's in the San Francisco paper, the Spokane, Washington paper. The Los Angeles Herald Express has a huge front page story. And the cover-up came within 4 hours of when the initial press release. This is when Jesse got to Fort Worth, Texas. He was told not to say anything by General Roger Ramey, head of the 8th Air Force, who proceeded to say it was just a radar reflector weather balloon. And the Los Angeles paper has both stories. These are all evening papers, you understand. Army recovers flying saucer. General thinks it's radar weather gadget. Yes, that's funny. Alors, le communiqué de presse de la base de Roswell a été diffusé le mardi 8 juillet, donc à midi. Et c'était trop tard pour les journaux du matin, donc.
mais c'était bon pour les journaux du soir de la région ouest. Et effectivement, ces nouvelles ont été publiées en première page, gros titres dans pas mal de journaux importants comme le Chicago Daily News, San Francisco Chronicle, le Los Angeles Express, etc. Mais dans certains cas, comme le journal Los Angeles, ils ont pu diffuser également le démenti du soir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 1 heure ou 2 après la diffusion, le colonel Blanchard a donné l'ordre au commandant Marcel d'aller vite prendre par avion à la base de Fort Worth, au Texas, où se trouvait le quartier général de la région aérienne. Et là, dans la fin de l'après-midi, le général Ramey a fait un démenti extraordinaire, en fait, en montrant à la presse un ballon météo avec une cible radar, en disant voilà, ils se sont trompés, c'est ça qu'ils ont trouvé. Et le démenti a été publié le lendemain matin dans toute la presse et même dès le soir dans certains journaux. An important part of the story is that the pictures taken in General Ramey's office with wreckage that was substituted for the original wreckage included then Colonel Thomas Jefferson Dubose, who Right. was General Ramey's chief of staff. And I managed to locate Dubose. He was still alive. The others were gone. And he told me that he took the call from General Ramey's commander, Clements McMullen, telling him to get the press off our backs, and I don't care how you do it, to send some of the wreckage up here today with one of your Colonel Couriers, and I don't want you ever to talk about it again. That's an order. Do I need to put it in writing? No, sir, says the colonel to the two-star general. So I got that directly from him. That's not secondhand. I was standing just a few feet from him when he said that. There were shenanigans in the background, but they went out on Sunday, came back on Monday, the press story on Tuesday. Right. And by the time Jesse got to Carswell, the fix was already in. And Right. he was told not to say anything. Right. And until I got involved, nothing happened. Alors voilà, un autre témoignage très très important de Roswell, c'est celui du général Dubose, qui était justement l'adjoint du général Ramey qui a fait le démenti. Alors Stan Friedman nous dit c'est lui qui a pu retrouver le général Dubose, alors à la retraite. À l'époque, il était colonel, donc adjoint de la base de Fort Worth. Et le général Dubose lui a confirmé directement qu'il avait reçu l'ordre du général McMullen, qui était un des grands patrons du Pentagone, de l'Air Force, de faire un démenti, de démentir complètement ce communiqué de presse, de faire comme il voulait, de se débrouiller, mais de tuer toute l'histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. So the story died that day. The next day's papers all had General Ramey saying, oh, there's nothing to it, just a radar reflector weather balloon. And the Air Force also staged the launch over at White Sands, Alamogordo military base, of a radar reflector weather balloon. And they staged a launch to show this is what we're talking about. And the whole front page of that paper has the staged launch. So the story ended there until I got involved in 1978. Okay. And the Air Force still said nothing until many years after that, when there was an onslaught of books and discussions and big fuss at Roswell and all the rest of Yes, that. yes. Stan Friedman précise que on a même présenté à la presse le lendemain à White Sands, là où on lançait des ballons. On a fait un lancement de ballons avec des fameuses cibles radar dont on va reparler, pour leur montrer, voilà, c'est le genre de matériel qu'on a pris pour une soucoupe volante à Roswell. Donc l'affaire a été rondement menée, le démenti a été accepté très vite par toute la presse et on n'en a plus parlé pendant 30 ans. C'est seulement 30 années plus tard que l'affaire a ressurgi du néant, en somme, de l'oubli total, avec la découverte du major Marcel.
Et ensuite, ça a été, en quelques années, une véritable explosion avec beaucoup de livres, dont celui de Stan Friedman, d'ailleurs, qu'il faut mentionner ici, Crash at Corona, paru en 1992. Maintenant, je vais demander à Stan de nous expliquer toute cette histoire extraordinaire d'explication de l'Air Force, donc en 1947, avec un ballon météo, une cible radar. Et puis ensuite, une fois que l'affaire a été déterrée et que beaucoup de livres, d'articles, de missions en ont parlé, il y a eu une nouvelle explication qui est sortie, qui a été celle du train de ballon Mogul. Alors ça passe en 1994. Alors je demande à Stan de nous raconter ça. In 1994, the Air Force suddenly came up with a new explanation. This was explanation number 3. The Mogul balloon explanation was put forth in a huge official Air Force report by Colonel Weber, whose specialty was disinformation. He provided lots of it in this report. Mogul balloon was a collection of 20 to 25 balloons strung together by string, whose purpose was classified, but whose technology was not. The idea was to have a constant altitude balloon train that would stay aloft for a very long time and listen for signals from an expected Soviet nuclear explosion, which could hopefully be heard from thousands of miles away. And the balloons were standard neoprene balloons. None of the materials had any of the special properties that were noted at the Roswell crash site. As you heard on the radio program, the radio men said, as the newspapers, that the wreckage was found last week. Right. Suddenly, the Air Force says, oh, it was found in mid-June. And they said it was just a radar reflector weather balloon. If that's all there had been, the rancher would have brought it in, and Jesse and Colonel Cabot would never have gone out. So the story, there was no balloon launch that jibed in time. It is a lie, specific falsehood. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1994, donc l'armée de l'air américaine a publié en 1994 d'abord une petite brochure et ensuite un énorme volume en 1995, le Roswell Report, signé par le colonel Weaver, qui est un spécialiste de la désinformation, qui a expliqué que, en fait, ce qu'avait trouvé l'armée de l'air, c'était pas tout à fait un petit ballon météo, mais c'était un grand train de ballons, toujours des ballons météo d'ailleurs, 20 à 25 ballons, avec des cibles radars qui sont des espèces de petits cerfs-volants très fragiles, et quelques instruments. Mais tout ça, c'était des matériels. Alors, le train de ballon Mogul lui-même était un projet classé secret qui était lancé depuis la base de White Sands, à l'ouest de Roswell, mais les matériels eux-mêmes que je viens de décrire, c'était tout à fait ordinaire. Il n'y avait rien d'extraordinaire il n'y avait pas de quoi déclarer qu'on avait trouvé une soucoupe volante, en fait. C'est là que ça coince complètement, cette explication. Mais ça ne fait rien. Ils ont publié un livre de 1000 pages pour expliquer ça. I should add that the Mogul balloon explanation not only doesn't work because of the characteristics of the materials, none of which match the descriptions of the witnesses, and we have not only the rancher's son and Jesse Marcel and his son and a neighbor, Loretta Proctor, and the sheriff's family and lots of other people. But they went on to compound the problem by claiming the next explanation, which was that the stories of bodies were the result of the dropping all over New Mexico of crash test dummies. And the problem with that explanation is that none were dropped until 6 years after Roswell. All the dummies, for the tests to be meaningful, and I heard this from the man in charge of the program, Colonel Madsen, I talked to him, all the dummies were 6 feet tall and 175 pounds. There's no way you can make a little 3.5, 4 foot tall guy out of that. Okay, let me translate. Le deuxième volet de l'explication qui a été proposé par l'armée de l'air américaine, qui a été publié dans un deuxième livre en 1997, Roswell Report Case Closed, c'est que
Les descriptions de cadavres qui ont été faites par plusieurs témoins ont eu pour origine, suppose-t-il, le fait qu'on a fait des essais, des tests de parachute dans la région avec des mannequins en bois. La première difficulté, c'est que ces essais ont eu lieu 6 ans plus tard, dans les années 50. Et que d'autre part, ces mannequins en bois étaient totalement différents des descriptions de petits cadavres, des petits êtres très petits et minces et fragiles, alors que ces mannequins étaient très volumineux, très lourds. Ils pesaient 175 livres. Ils étaient très, très hauts. Donc, toute cette explication est complètement ridicule. L'explication mongoule avait été acceptée par la presse, mais là, l'explication des mannequins pour parachute, ça n'a pas du tout passé la rampe. I should add something else. That Yes. In the case closed volume, they use a map of all the places where they dropped these crash test dummies, and none of those locations were near either of the two crash sites. Stan fait observer que dans le deuxième volume donc, que je mentionnais, Roswell Case Closed, censé expliquer les descriptions de cadavres, il y a une carte des lieux où ont été faits tous ces tests de parachute avec des mannequins, et aucun des lieux où on a récupéré ces mannequins ne colle avec l'affaire de Roswell. Donc ça n'a absolument rien à voir, et l'explication a fait un flop total en fait. J'ai une petite question sur ce qui vient de se produire. Le lieutenant Walter Haut, à l'époque, le jeune lieutenant Walter Haut, qui avait diffusé la communiqué de presse en juillet 1947 et qui a continué à s'occuper de Roswell pendant toute sa vie. Maintenant, il est mort il y a 2 ans. Il a vécu toute sa vie à Roswell, d'ailleurs. A toujours soutenu la thèse du crash d'un ovni. Et il a eu un entretien très intéressant avec une enquêtrice américaine qui s'appelle Wendy Connors. Cet entretien est resté confidentiel pendant un certain temps, mais on vient d'en avoir confirmation maintenant. Et il a dit en fait qu'il avait vu l'OVNI et les cadavres. Yes, the interview was done by Wendy Connors and Dennis Balthaser, who lives in Roswell, as Right. a longtime investigator of Roswell. And actually, I heard the interview back several years ago. In it, Walter, who's extremely well thought of in the community for his community service, he was a war hero too, and he finally says that he saw a body and thought there were more. He was close to Colonel Blanchard, and I should stress he was not just a press officer, but he was a bombardier, navigator, even dropped the instrument package in one of the nuclear weapons tests in 1946 in the Pacific. You save that for your best people, because if the instrument package isn't dropped properly, then what good is the test? So I've heard it. I don't know whether this is because he'd heard so many people talking about bodies or whether he actually saw it. Certainly he and all the other members of the 509th had very high level security clearances and would have kept their mouths shut if they felt it was appropriate. So it raises a new stake in the game, but Walter's dead, so you can't go back to him. Donc Stan Friedman confirme qu'il y a bien eu cet entretien. Il l'a entendu déjà il y a quelques années, avant la mort de Walter Haut. Donc il a révélé dans cet entretien, qui vient d'être divulgué maintenant, qu'il avait vu un cadavre donc d'extraterrestre, il faut appeler ça ainsi, un petit corps qui se trouvait donc dans un hangar sur la base de Roswell, et il se trouvait près du colonel Blanchard à ce moment-là. Alors Stan souligne que Walter Haut est un témoin très crédible parce qu'il était pas seulement le chargé de presse de la base, il avait des fonctions de bombardier en vol, et c'est lui qui avait même été chargé de larguer les instruments, le paquet d'instruments, lors d'un test nucléaire à Bikini en 1946. Donc c'était un officier d'élite lui aussi. Until more people look at it, and until we hear more comments, I heard the tape, the video. I had also heard another story from another party about that being the case, that Walter was offered a chance to see the bodies. So
It may very well be. It wouldn't surprise me too much that he could keep a secret all this time. He was in his early 80s when he died, so, it's a long time. The Roswell case has proven to be very, very important, and there are other stories from an entirely different direction that tend to back it up. A group from Maxwell Air Force Base being sent up to Wright Field to look at the wreckage and the bodies, for example, from a guy named Magruder, a pilot, Navy pilot, war hero, etc. So Roswell wasn't the first case, but if genuine, as it clearly seems to me to be, having spent how many years now? Almost 30 years, is a key event in man's history, because it proves that we're not alone. It proves the government has lied about having any evidence about UFOs. It proves that aliens aren't infallible. They did crash, after all. And so it's an extraordinarily important event, and it seems strange indeed that the same group that dropped the first atomic bombs was involved in the recovery of the first crash flying saucer, maybe. Well, maybe there is an explanation. The interest of these aliens for all nuclear matters, right? Yes. Stan Friedman insiste maintenant sur l'extrême importance de cette affaire de Roswell, car c'est vraiment un cas très solide. Il y a d'autres témoignages, enfin, on n'a pas eu le temps de tout décrire, bien sûr, mais il y a énormément de témoins, tout ça est très convergent. Et il a encore cité un autre témoin, un officier qui s'appelait Mark Gruder, qui a participé à l'inspection des débris, des matériels. Il y a plein de témoignages, en fait. Et Walter Haut est un nouveau témoin encore. On découvre maintenant qu'il a dit qu'il avait vu au moins un cadavre et aussi des débris de la soucoupe dans un hangar à Roswell. Donc, pour conclure sur cette affaire de Roswell, c'est très important. C'est la preuve, si on veut, que nous avons eu des visites extraterrestres. Et puis, accessoirement, si je peux dire, Stan Friedman souligne que c'est intéressant de savoir qu'ils ne sont pas non plus au-dessus, à l'abri d'un échec. Ils ont quand même eu un accident, après tout. Donc, tout cela est très important. Voilà pourquoi nous avons envie tellement d'insister sur cette affaire. One more sentence. I have written a paper called Critiquing the Roswell Critics, in which I deal with the objections to Roswell from what I call the armchair theorists. So for people who think I haven't paid attention to the critics, I have. Stan ajoute qu'il a écrit un article critiquant les critiques de Roswell, où il récapitule un petit peu tous les arguments qui ont été avancés contre Roswell. Les critiques en fauteuil ou en chaise longue. Eh oui, qui ont été faites par des critiques en fauteuil, armchair ufologists. Stan, we should mention your website. Le site web de Stanton Friedman, c'est très simple. Il suffit d'accoler le nom et le prénom sans tiret, sans point, sans séparation. StantonFriedman en un seul mot.com. On y trouve des tas de choses intéressantes. Évidemment, il est bon de comprendre l'anglais ou de demander au traducteur automatique de votre navigateur de traduire pour vous. Et la dernière nouveauté qu'il a mise en ligne, c'est les why, les pourquoi. Ça fait plusieurs pages, c'est assez attractif, assez amusant, vous verrez, où Stanton Friedman s'amuse à répondre aux quantités de pourquoi qui ont parsemé les 600 conférences qu'il a données un peu partout à travers les États-Unis pendant 40 ans. Je vous laisse le soin de le découvrir, c'est assez attractif. Radio Ici et Maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI. Vous entendez en ce moment Gildas Bourdet, notre ufologue francophone bien connu, s'entretenir avec Stanton Friedman. Stanton Friedman en un seul mot.com, c'est son site web. Nous revenons dans un instant et il sera question des documents MJ12. Vous trouverez également sur son site comment Stanton a découvert des vrais faux. Il va nous expliquer tout cela en compagnie de Gildas Bourdet. Radio Ici et Maintenant, nous retrouvons Gildas Bourdet. Cette fois, Gildas, on aborde les fameux documents Majestic 12, MJ12, dont Stanton est l'un des spécialistes. Absolument.
Je vais demander à Stan Friedman de nous raconter un petit peu, comme vient de le dire Didier Deplège, c'est un autre aspect tout à fait étonnant et remarquable des enquêtes ufologiques américaines qui est la découverte de documents qu'on a pris l'habitude d'appeler Majestic 12, Majestic 12 en américain. Alors, je vais demander à Stan de nous raconter un petit peu les débuts, l'origine et le développement de toute cette affaire. Okay. My colleague Bill Moore lived in California, and I had moved from there back here to New Brunswick, Canada. And he was working with Jamie Chandray, and Bill and I did all the early research that went into the first book on Roswell, Right. The Roswell incident. And we continued our research, and in the mail at Jamie's house in December 1984 arrived a roll of 35 millimeter film with 2 sets of 8 negatives each of a top-secret magic, eyes-only briefing for President-elect Dwight Eisenhower. And in it, it's just 8 pages, but it says that the United States recovered a crash flying saucer near Roswell, that a group was established called Majestic 12 to deal with it by presidential order of September 1947. Majestic 12 because there were 12 members there, right? 12 members, yes. Whether that's related to the Bible or the Supreme Court or who knows, I have no idea. But the group was an all-star cast with 2 Army, 2 Navy, 2 Air Force, and 5 scientists, and the first Secretary of Defense. No elected officials, interestingly enough. And it was established by Truman according to a memo that was page 8. There is reference made to other attachments, but the Truman memo to Forrestal saying go ahead with Majestic 12 is the only one that was included with this roll of film. Ok, let me translate. Alors, donc, cette histoire commence lorsque Bill Moore, avec lequel Stan Friedman avait lancé les premières enquêtes sur Roswell et qui a écrit lui aussi son livre à l'époque. Bill Moore et son ami Jaime Chandera, un petit producteur de cinéma à Hollywood, ont reçu dans leur boîte à lettres un très curieux paquet. C'était 2 rouleaux de pellicule de négatifs à développer, ce qu'ils ont fait. Et ça, ces négatifs étaient des clichés d'un document ultra secret intitulé Briefing pour le président élu Dwight Eisenhower. Le président élu, c'était une expression aux États-Unis qu'on emploie quand le président vient d'être élu, mais il n'est pas encore en fonction, pour être tout à fait clair au passage. Donc, le président élu reçoit des informations, bien sûr, on le brief sur un tas de choses. Eh bien, voilà, il y avait donc ce briefing sur quoi ? Eh bien, sur les ovnis, les recherches secrètes et sur Roswell. Et ce briefing faisait état de la création par le président Truman, dans la foulée de Roswell en 1947, d'un groupe d'études très secret baptisé Majestic 12, parce qu'il y avait 12 membres, et qui réunissait des gens avec beaucoup d'étoiles, disons, sur les épaulettes. The question, of course, is whether this document, 2 documents really, the briefing for the president-elect and the memo from the president in 1947, are genuine. And we checked all the people listed were prominent people. The one surprise, as we noted earlier, was Dr. Menzel. Right. And how do you check a document? This is on film. You can't check the paper. Now, the last surviving member of the group had died in September of 84, just a few months before we got the document. And also, 2 weeks before the box in which another document was found at the National Archives, a memo from the President's National Security Officer to General Nathan Twining, who at that time was Chief of Staff of the Air Force, mentioning MJ-12, National Security Council MJ-12 Special Studies Group. So we're very wary about going public, partly because of Menzel's name and because
you need evidence in hand before you make proclamations. Now, the debunkers didn't wait. They made their proclamations right away. It was obviously a fraud. They provided no evidence, and they have made all kinds of false charges subsequently. So it's been a long, hard trek to evaluate the documents. I concluded, my book came out in '96, Top Secret Magic, right, in which I go into it, all the things that we didn't know were true at the time we got the document that turned out to be true, Dr. Menzel's surprising background, the fact that their Twining memo, that there's some backup for that being legitimate. Many people objected. Cutler was out of the country. Obviously, it's a fraud. Well, it wasn't signed. And I found out from somebody who worked with Truman the entire time he was in the White House. That made sense that the memo would have been signed by somebody else that I go into. So there's a lot of tedious detail, but it's details that matter. Ok. Alors, Stan Friedman explique que ce document a été étudié sous toutes les coutures. Bon, évidemment, c'était un document sur film, donc on ne pouvait pas étudier la qualité du papier, des choses comme ça. Mais en revanche, on a pu vérifier beaucoup de choses. Par exemple, les curriculums des 12 membres qui étaient listés. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a... L'attention s'est concentrée notamment sur le docteur Menzel, qui faisait partie du groupe, dont nous avons déjà parlé. Et c'est là que, justement, cette recherche sur le docteur Menzel est devenue très intéressante, parce que Stan Friedman a découvert dans les archives qu'il avait un très haut niveau d'accès aux documents secrets. Il était vraiment dans les plus hautes sphères du secret. Et ils ont également trouvé, Stan Friedman a trouvé aux archives nationales un document qu'on a baptisé le mémo Cutler, un mémo d'un assistant du président au général Twining, qui était à l'époque le directeur des études techniques à la base de Wright-Patterson, et qui évoquait le groupe Majestic 12. Donc il y a comme ça un certain nombre d'éléments. On ne peut pas entrer dans les détails, mais il y a eu de grosses études de fait, et en particulier par Stan Friedman et d'autres, qui donnent à penser qu'il y a une forte chance que le document soit vrai. Well, it is complicated, but let me point out something about, say, the Cutler-Twining memo. Yes. It's the only one we have on original paper. It's onion skin paper. And there is a watermark on the paper from Fox Paper Company, Dictation Onion Skin. Bill found Fox Paper in Wisconsin and found out that that kind of paper was bought by the government in bid lots. It was not available in stationery stores and was made during the right time frame, and it passed muster. It made sense. Another thing about the memo, it was typed in the large pica type. And Philip Klass said, oh, that's wrong. It should be the small elite type. And so he offered me $100 each for every genuine document that I could find. It was typed with the same size and style typewriter. And to make a long story short, he set a limit of 10, unfortunately, or I'd be a wealthy man. You could have earned more money, maybe. Well, he'd never been to the Eisenhower Library. I've spent weeks there. And I knew that there were several different typefaces in use. So the next time I went there, I dug out a total of 14 genuine documents. He would only pay for 10. And I sent him an invoice, and he paid me my $1,000. You were talking about Philip Klass, right? Philip Klass, the late dishonorable Philip Klass. Yeah. Let me translate this, please. Yes. Donc, Stan Friedman nous donne quelques éléments sur donc ce fameux document, l'un des rares qu'on a sur papier donc, de l'époque, le mémo du monsieur Cutler au général Twining, qu'il lui mentionnait le groupe Majestic 12. Et on a pu vérifier donc, la qualité du papier. C'était d'une pelure d'oignon, comme on dit, qui était du papier utilisé exclusivement par le gouvernement à l'époque, qui n'était pas disponible dans le commerce. Donc du papier authentique de l'époque. Et
il y a eu à ce moment-là une polémique très très vite, bien sûr. Bien entendu, les sceptiques ont contre-attaqué tant qu'ils pouvaient, et notamment l'un des plus célèbres sceptiques américains qui s'appelait Philip Klass, je l'ai d'ailleurs rencontré, c'est un drôle de type, et qui a mis Stan Friedman au défi de trouver au moins 10 documents authentiques de l'époque et qu'il lui paierait $100 par document. Eh bien, Stan Friedman en a trouvé en fait 14 et il a envoyé la facture à Philip Klass qui a accepté, qui a payé les $1000 pour 10 documents. Now, I should stress that Phil had received 9 elite-type documents from the Eisenhower Library, which had 250,000 pages of National Security Council material. The idea that one could generalize from 9 to all 250,000 is absolutely absurd and typical of the intellectual bankruptcy of the pseudoscience of anti-ufology. I don't know how you say that in French. Oui, les arguments, bon, ça devient très compliqué la discussion ici, je dois avouer. Et parmi les arguments des sceptiques, il y a des tentatives de généraliser leur critique à l'énorme masse de documents officiels de l'époque. Stan Friedman évoque 250 000 pages de documents et en fait, ça ne tient pas debout quand on regarde de plus près certains de leurs arguments. Another aspect of the document, of the Cutler-Twining memo, is that it has the security marking top secret restricted. And many people claim that was not in use by the U.S. government in 1954, which is the date of the document. The General Accounting Office, however, which had high-level security clearances looking for Roswell data because of Congressman Schiff, noted on page 80 of their huge report that at one of their visits they had discovered a number of instances of the use of top secret restricted, even though they had been told, Majestic 12 in parenthesis, that it was not in use at that time. Now, I tried to get copies. The material was still classified, so of course I couldn't get copies, but the fact that they said so is good enough for me. Un autre exemple de faux arguments des sceptiques cité par Stan Friedman, sur le mémo de Cutler au général Twining, il y avait une mention Top Secret Restricted. Donc c'est un niveau de hiérarchie de top secret très spécial. Et les critiques ont dit mais non, mais ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Or, le GAO, le General Accounting Office, qui a enquêté à l'époque sur Roswell, qui est un rapport d'ailleurs très intéressant sur Roswell, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant, je crains, a noté dans son rapport qu'il a découvert des documents qui avaient cette mention Top Secret Restricted. So, voilà un exemple précis que cite Stan Friedman où les arguments des sceptiques sont faux. The Congressman Stephen Schiff was from New Mexico. He's deceased now, but many people pushed him to find out about Roswell, so he tried, and he got rebuffed by various and sundry. The Air Force, normally a congressman gets cooperation from these people because he controls the budget, or tries to, and so he was working with the General Accounting Office, that's Congress's investigative arm, and asked them to look into things when he was being rebuffed, and they decided to do so, took it on as their job, and they couldn't find much Roswell stuff, but they did find that all the outgoing communications from Roswell had been destroyed for that time frame. And nobody knows quite why. I mean, one can guess. There was no mention of any reason for that. No. Right. No. Let me translate this. Alors, nous parlons un petit peu de ce rapport du GAO, le General Accounting Office, qui est paru en 1995 et qui est un des documents vraiment intéressants de toute cette affaire de Roswell. Il s'est passé la chose suivante, c'est que le député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, s'est penché sur l'affaire de Roswell à la demande de pas mal de ses constituants. Et il a posé la question, il a demandé à l'époque à l'Air Force de lui dire ce qu'il en était. Et il s'est fait envoyer sur les roses pour parler poliment. Et ça ne lui a pas plu du tout. Et alors, comme il connaissait
le GAO, avec lequel il travaillait par ailleurs, sur des questions d'armement, par exemple. Il a demandé au General Accounting Office, il faut dire que c'est une sorte de Cour des comptes du Congrès américain, qui travaille pour le Congrès américain. Et ils ont accepté de faire une enquête sur Roswell, et ils ont découvert qu'il y avait toute une partie importante des archives de la base de Roswell qui avait été détruite sans motif, ce qui est tout à fait anormal. Surtout anormal quand on pense que c'est la base des bombardiers atomiques, la seule base atomique de l'époque. Another example of false charges. In the briefing document, the briefing officer is listed as Admiral Roscoe H. Hillenkoetter. Now, he was the director of Central Intelligence in 1947, so it wouldn't be surprising if he were on such a committee. But he was only a rear admiral, and people have said, wait a minute, he would never have called himself admiral, so the document must be a fraud. However, it turns out that all the military men are mentioned in terms of their generic rank. That is, a general can be a brigadier general, a major general, lieutenant general, or a four-star. But it is quite proper in lists and general conversation to talk about general. And admiral, even though there might be a rear admiral or a vice admiral. Well, when I pointed this out, that wasn't good enough. So when I was at the Eisenhower Library, one of the 20 archives I have visited, I did some further checking and found many examples of memos by Brigadier General Goodpaster. He lists people at meetings at the White House. He was Ike's chief of staff. And he lists the attendees of the meeting at the front part of the memo, and he uses generic ranks for all of them, including himself, General Goodpaster. But he signs it Brigadier General Goodpaster. Now, there is no Hillenkoetter signature on the memo, so it was perfectly proper for all those ranks to be generic ranks. Alors, un autre exemple que donne Stan Friedman des sceptiques sur ces documents Majestic 12 qu'il a pu réfuter, la critique était que l'un des membres du Majestic 12 qui était cité comme étant l'amiral Hillenkoetter. Alors, c'est un personnage bien connu, il a été directeur de la CIA à l'époque, et il faisait donc, d'après ce mémo, Majestic 12, d'après ce briefing document, il faisait partie du groupe Majestic 12. Mais les critiques ont dit non, c'est faux, ça tient pas debout parce que normalement, il n'était que contre-amiral et donc il aurait dû être listé comme contre-amiral, Rear Admiral Hillenkoetter. Mais Stan Friedman explique que d'abord, premièrement, il a fait remarquer que ça se faisait couramment dans le monde militaire d'appeler un contre-amiral, de l'appeler amiral, etc. Mais ça n'a pas suffi aux sceptiques et alors il a recherché. Donc Stan a recherché des documents à la bibliothèque d'Eisenhower et il en a trouvé un certain nombre, pas mal d'exemples, où des gens comme un brigadier général, par exemple général de brigade, étaient indiqués comme général simplement. Donc ça se faisait en fait couramment, même dans des documents. Okay. There are many other aspects of the documents that I have looked at, and it may surprise people to know that I've also shown that some later documents were definitely fraudulent documents. These are discussed in detail in Top Secret Magic and the new afterword. And there is a paper on my website, Update on Majestic 12, that goes into that as well. So each document has to be examined on its own merits, as does each criticism. Right. Stan fait observer maintenant, et il était temps de le dire d'ailleurs, en fait qu'il faut faire très attention avec tous ces documents qui sortent parce qu'on s'aperçoit que certains sont faux. Il y a des documents qui sont faux et donc il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir des sortes de provocations. C'est ce que nous appelons d'ailleurs en français, le rapport du Cometa a appelé ça la désinformation amplifiante. Et je vais demander à Stan Friedman tout de suite de nous commenter ça. I just added for the French public that this problem of fraudulent document is maybe part of sort of provocation to discredit the whole thing. Oh, yeah. And we call that, the French Cometa report has found an expression which I find
I think is appropriate. They call that amplifying disinformation. How would you call that? I like that. You like it? I like the expression. Désinformation amplifiante. Well, I should stress that I've talked to a number of people in the intelligence community, and they all agree that it's standard practice if legitimate, highly classified information gets out, you flood the market with misinformation. Right. So that people will have guilt by association. Those documents are fraudulent, so this one must be too. Right. And that's an unfortunate predisposition that many of the critics have. It's like the false reasoning that since most sightings can be explained, all can be explained. Yes, yes. Which is about as silly as saying, since most people don't have AIDS, nobody has AIDS. Mm-hmm. OK. Donc, Stan Friedman est tout à fait d'accord avec cette expression du rapport du Gambetta, des informations amplifiantes, et fait observer que, en effet, c'est une pratique courante dans le monde du secret, dans le monde militaire. Quand on veut cacher une information, eh bien, on la noie, on inonde le marché de fausses nouvelles, c'est pas, qui permettent de... on a vu ça dans d'autres domaines que les ovnis, d'ailleurs, en fait. Et il n'y a pas très longtemps, notamment avec les armes de destruction massive. Oh, you mean the governments might lie? Nous comprenons très bien de quoi vous parlez. Good. Radio ici maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI. Gildas Bourdet est en compagnie de Stanton Friedman. Je vais demander justement à Stan Friedman de nous dire un mot de la suite des documents, parce qu'il y a eu beaucoup de documents qui sont parus ces dernières années sous le label Majestic 12. Et alors, ils ont été très discutés, certains ont été rejetés. Enfin, beaucoup de gens, même dans l'ufologie convenable, ont rejeté ces documents. Je pense à Kevin Randle et d'autres. Donc, il y a eu des débats assez tendus là-dessus. Et peut-être que Stan Friedman pourrait nous parler de cela, et notamment de documents qui ont été étudiés par un collègue qui s'appelle le Dr. Wood. Well, I've known Bob for 37 years now, I guess, 38 years. And I highly respect him as a scientist and so forth. We don't much disagree about the SOM 101 document. I think he's done a good job on that. However, the Tim Cooper documents I'm in total disagreement with, and I have pointed out just how they were constructed, if you will. You take a genuine document that appears in a book, you retype it, you scan or Xerox the handwritten materials, combine them, and you've got a genuine-looking document with a real signature, you know. Unfortunately, when you look more carefully, you find that the information is wrong, and that I found the originals for 7 of these fraudulent documents, and the language is identical, and there are sort of foolish mistakes in all of them. For example, in a supposed memo to General Twining, it says, when you are finished in New Mexico, go to Sandia. The original document was to General Wiedemeyer, and it said, when you are finished in China, go to Korea. Oh, I see. But Sandia is in New Mexico. Yes. Korea yes. is not in China. Right. And there are a whole bunch of these sorts of things, and these are discussed in detail in my book. And I can't get Bob and Ryan, his son, to buy into that. We're still friends. J'ai demandé à Stan Friedman de nous parler encore un petit peu de tous ces documents qui sont maintenant très très nombreux. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de pages de documents qui sont apparus progressivement sous le label donc de Majestic 12. Et l'un de ces documents maintenant très connu, s'appelle SOM 1O01, qui est tout à fait intéressant, dont parle Stan Friedman dans son livre Stop Secret Magic, et qui est un manuel sur la façon de récupérer des débris, de les étiqueter, de les emballer, etc., de les classifier. Donc Stan Friedman
soutient l'authenticité de ce document. Bon, d'autres le critiquent. En revanche, il y a toute une série de documents qui sont apparus, qui ont pour origine un ufologue qui s'appelle Tim Cooper, et qui sont arrivés entre les mains d'un des meilleurs ufologues, il faut quand même le dire, un physicien de haut niveau, le docteur Wood, et son fils, qui ont travaillé beaucoup sur ces documents. Et là, Stan Friedman doit avouer qu'il n'est pas tout à fait d'accord, qu'il est obligé de critiquer certains documents qui lui paraissent faux. You know, I was the one who introduced the two. Wood and Yeah. Cooper. Because I was back here and Tim was out there and Bob was not far away. Check it out. And they did. Je demande maintenant à Stan Friedman de prendre un petit peu la distance sur tous ces détails et de nous faire son commentaire un petit peu sur la situation aujourd'hui et où on va maintenant, où nous allons. Yes, I'm very optimistic about this year being a very good year for ufology for several reasons. One, it's the 60th anniversary of Roswell, so the media will be paying attention as they did during the 50th. But now the media knows that presidents can lie and other people can dissimulate and all the rest of that. Secondly, there are 3 books coming out this year that should cause quite a stir. One of them is Shoot Them Down by Frank Fascino, which updates the Flatwoods Monster case and all the planes lost to UFOs in 1952. The second is Dr. Jesse Marcel's book, Roswell Really Happened, but it won't be out until July in Roswell. Okay. I wrote the forward for it. Okay. I wrote the forward for the other one, too. And the third book is the book that I've co-authored with Kathleen Marden, although she did most of the work, about the Betty and Barney Hill case. Stan Friedman donc, nous dit qu'il est très optimiste sur l'année qui s'ouvre parce que ça va être le 60e anniversaire de Roswell. Et déjà, on se rappelle que le 50e avait fait beaucoup de bruit en 1997. Et l'une des raisons pour lesquelles il pense que ça va être une bonne année, c'est qu'il peut déjà citer 3 livres qui vont sortir cette année. L'un s'appelle Shoot Them Down, c'est-à-dire descendez-les. C'est l'ordre donné aux aviateurs à l'époque, en 1952, de descendre les ovnis. Et c'est un livre qui va donc présenter toute l'histoire. Il y a le livre du Dr. Jesse Marcel, donc le fils du Major Marcel, qui confirme absolument tout ce qu'il a dit déjà sur Roswell et qui va sortir en juillet lors de l'anniversaire donc de Roswell. Et puis le livre que nous avons déjà cité de Stan Friedman et de Kathleen Marden, la nièce de Betty Hill, qui va sortir également et qui va donc reprendre toute l'affaire extraordinaire de Betty et Barney Hill. Okay, let me add one of the reasons for the optimism. The Chicago Tribune, a major paper with a circulation over 500,000 per day, on January 1st carried an article about a UFO observed over O'Hare Airport. And as it turns out, it was a front-page story above the fold, which is a little surprising. And the reporter tried to get information from the FAA, Federal Aviation Administration. At first they said they had nothing. Then he filed a Freedom of Information Act request. And, oh, yes, they suddenly found they did have something. The 12 witnesses all worked for United Airlines, which also tried to keep down the discussion. And the reporter did talk to Dr. Richard Haynes, a retired NASA scientist who's worked with lots of pilots who have had sightings. It was just a round object beneath the cloud level at 1,900 feet. Now, it's what happened after that. The author wrote another couple of stories in which he noted that the article got more hits on their website, over 1 million, than any other article the Tribune had ever published.
Une autre raison pour laquelle Stan Friedman dit qu'il est très optimiste sur l'année qui s'ouvre, c'est qu'il y a un incident qui a fait beaucoup de bruit au début de l'année, une observation tout à fait remarquable, effectivement. Pardon, Gildas. Elle a eu lieu le 7 novembre, mais elle est sortie au public que le 1er janvier. Tout à fait, sortie début janvier. C'est une observation avec 12 témoins qui ont vu un ovni en vol stationnaire pendant quelque temps juste au-dessus du grand aéroport de Chicago, l'aéroport O'Hare. Et le journaliste du Chicago Tribune a fait une enquête. Il a obtenu des documents grâce à la loi pour la liberté de l'information. Et ça a fait la une du journal du Chicago Tribune. C'est un grand journal américain, faut-il le préciser. Et ils ont aussi un website. Et alors, ils ont signalé qu'ils ont eu 1 million de visites sur ce website. Et que c'est vraiment le record de ce qu'ils ont eu sur ce website. J'ajoute, Gildas, que la leçon que l'éditeur du Chicago Tribune en a tirée, c'est que finalement le public mord davantage lorsqu'on lui parle sérieusement. Oui. Et ça, c'est une leçon pour l'ensemble de la presse. I hadn't heard that. Not John Ilkovich, the editor of the Chicago Tribune. Yeah, that's like great. a few days ago. Well, another test of that, a television station in Florida took a poll. Do you think what was observed was a weather phenomena as stated by the FAA or a UFO? 4,477 people voted. 83% said UFO. Well, I'm sure there have been other polls taken, Alors voilà, un autre indice intéressant, c'est qu'une station de télévision en Floride a fait un gros sondage auprès de 4000 auditeurs et leur a demandé si à leur avis c'était un ballon ou un ovni, et 83% ont répondu un ovni. Donc, impliquant par là qu'ils ne croient pas un mot voilà, de la FAA. Oui, parce que faut-il préciser qu'on avait commencé par expliquer que qu'il n'y avait rien du tout, évidemment, comme d'habitude. Well, it looks pretty good to me too. Yes, I'm an optimist, and I'll be there in Roswell, and I hope that some other journalists will gain courage from the man at the Chicago Tribune. You know my email address, don't you? fsphys@rogers.com. It's on the website. Stanton nous dit qu'il sera présent lui-même pour le 60e anniversaire à Roswell. National Geographic has a special coming up on the 23rd of January, and Discovery on the 8th of February, and I'm in both of them. How they will turn out, I have no idea. Donc voilà, nous avons des perspectives d'émissions radio, télévision, le Jerry Pippin Show. Oui, Jerry Pippin fait de manière hebdomadaire une longue série qui va nous emmener jusqu'au mois de juin. Oui. Il va y avoir un livre important qui va sortir bientôt, mais qui est encore confidentiel, mais ça ne va pas tarder à sortir. Voilà, moi je crois que nous avons à peu près fait le tour de ce qu'on peut dire ce soir. Alors, on va remercier Gildas Bourdet et Stanton Friedman d'avoir été si patients au téléphone. C'est pas toujours pratique, mais c'était bien agréable. Thanks for your time. Merci. Et votre site internet, http bien sûr, stantonfriedman en un seul mot.com. Okay. Thank you much. Thank you, Stanton. Goodbye, Stan, and see you Goodbye. sometime, hopefully. Okay. Thanks. Bye-bye. Radio ici et maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, tous les mardis soirs à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h.